Pascal Deluitte, il est plutôt dans le cadre de celui qu'on ne présente plus. Encore aujourd'hui, dans le soir, il était longuement interviewé, je pense. C'est le spécialiste de la question, professeur ordinaire de sciences politiques à l'ULB, ancien président de la section, ancien doyen de la faculté sciences sociales et politiques, mais surtout titulaire de cours extrêmement proches de nos préoccupations. Je crois même qu'il a été quelques années titulaire d'un cours qui portait sur, au fond, effectivement, la question de la sociologie des élections. Indépendamment de ça, il a publié pas mal de livres sur, effectivement, la vie politique belge depuis 1830 et aussi pas mal d'ouvrages sur la problématique des partis socialistes, du PTB, mais pour les partis socialistes notamment, très fortement dans un cadre non seulement belge mais européen. Oui. En gros, c'est ça. Voilà un peu ce qui me semblait indispensable de préciser pour faire le lien avec, entre les deux thèmes que je vous ai évoqués. Et je laisse la parole à Pascal Deluitte avant que vous puissiez nous poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous remercie d'avoir occupé ma seule soirée qui était libre. C'est un plaisir singulier d'être là. Non, je déconne. J'ai pas mal réfléchi à ce que j'allais vous présenter parce que, en vérité, c'est une problématique qui n'est pas simple. C'est une problématique qui n'est pas simple parce que les processus électoraux ne sont pas simples. On les présente souvent de manière simple, mais en réalité, c'est une question qui est complexe parce qu'il y a l'anticipation d'un premier aperçu, un aperçu, et puis souvent on abandonne quand on rentre vraiment dans les choses, c'est-à-dire l'analytique. Et je peux exemplifier cela par une des facettes de ce que je fais, qui est une facette qui me prend du temps, mais qui est une part minoritaire de mon travail, qui est de commenter les soirées électorales en direct. Et vous le savez sans doute, quand on commente une soirée électorale en direct, on parle beaucoup de résultats électoraux, mais quand on rend l'antenne, on n'a pas encore tous les résultats électoraux et on n'a pas encore la distribution exacte des sièges, que ce soit dans des conseils communaux, à la Chambre des représentants, au Parlement régional bruxellois, au Parlement régional wallon. Et le lendemain, c'est aussi un plaisir que se donne RTL. Il m'invite à 5 h du matin et ce que je dois commenter, c'est les coalitions. Donc on passe très vite des résultats électoraux, qui est du registre de l'anticipation de l'aperçu, du premier aperçu, à autre chose qui est ce qu'on appelle parfois le deuxième tour, les coalitions. Et finalement, il y a très peu de réflexion sur ce qui s'est passé électoralement. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que dans notre domaine, ce qui est difficile, c'est d'isoler ce qu'on appelle les variables explicatives des variables rapportées. Et je vais essayer d'illustrer ça dans mon travail, dans mon propos. Donc, pour vous présenter un peu comment on peut aborder religion et élection, et bien sûr singulièrement dans le rapport à la Belgique, j'ai essayé de construire quelque chose qui vous montre, qui est un peu aussi de la méthodologie, qui vous montre comment on peut appréhender les choses pour essayer de ne pas redire les quelques éléments qu'on connaît en général bien. Donc, pour aborder cette question, et on va articuler pour l'aborder sous l'angle des processus électoraux, en sciences politiques, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la théorie des clivages. Alors c'est une théorie, donc c'est une approche scientifique, et la définition du clivage dans l'approche scientifique est plus stricte et plus rigoureuse que celle qu'on utilise. Donc un clivage, c'est pas simplement un différend, c'est pas simplement une opinion différente entre deux acteurs sociaux, entre deux individus. Si vous n'êtes pas d'accord, si Orval est meilleur que Duvel, c'est un différend, mais il n'y a pas un clivage entre vous du point de vue scientifique. Du point de vue scientifique, c'est une théorie qui a été... donc ça, c'est la première chose que je vous présenterai, puis je vous présenterai la Belgique et ce qu'on appelle le clivage philosophique. Je fais l'introduction, sa traduction électorale, et qu'est-ce qu'on peut dire sur les élections communales qui arrivent. Donc je viens sur la théorie des clivages. Donc c'est une approche qui a été présentée principalement par deux grands scientifiques, Steenrocane et Seymour Martin-Lipset, surtout Steenrocane. Donc pour vous donner une petite idée de l'importance de Steenrocane, le principal prix dans la discipline
ce qu'on peut considérer comme notre prix Nobel, puisqu'il n'y a pas de prix Nobel de sciences politiques, c'est le prix Steenrod-Kann. Donc c'est vraiment un très grand politologue et qui, en 1967, a présenté une théorie des clivages, c'est-à-dire l'idée que dans le temps, il y a des lignes de fracture structurantes, et dans le temps très long, c'est-à-dire à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des lignes de fracture très longues qui créent des identités et des longues conflictualités politiques. Et surtout qui créent des identités et qui, dans le cadre électoral, se traduisent par des confrontations qui structurent le comportement électoral. Donc ça, c'est l'idée principale de Lipset et Rockham. Donc des conflits identitaires et qui se résolvent dans le cadre démocratique de manière pacifique par la voie électorale, mais qui ont parfois des traductions sociales aussi très très rudes. Donc qu'est-ce qu'ils proposent, Lipset et Rockham? Ils proposent, selon eux, l'existence de 4 grands clivages, principalement à l'échelle européenne et principalement plus encore à l'échelle de l'Europe catholique. Un clivage qu'ils appellent le clivage possédant-travailleur, qu'on peut traduire par le clivage socio-économique entre la gauche et la droite. Le clivage entre les secteurs primaires et secondaires, qui a peu de traductions en Belgique, mais qui a des traductions, par exemple, en Europe nordique ou en Europe centrale, avec l'existence de puissants partis agrariens. Un clivage centre-périphérie, c'est-à-dire des acteurs qui défendent une vision centraliste et des acteurs de défense de la périphérie. Si vous les traduisez dans les termes français, une vision jacobine versus une vision girondine, et si vous voulez les traduire dans les termes contemporains, en Espagne, le Parti populaire est porteur d'une vision centraliste, alors que, par exemple, le Parti démocratique de Catalogne, Gauche républicaine de Catalogne, est porteur, bien sûr, d'une vision de la périphérie, comme le Parti national basque, comme le Bloc national de Galice, comme la coalition des Canaries. Par exemple, il y en a plein d'autres, le Parti d'Aragon, etc., etc. Et enfin, il propose un 4e clivage que nous appelons classiquement le clivage philosophique, qu'on appelle aussi parfois le clivage Église-État, c'est-à-dire d'un côté les défenseurs de la séparation de l'État et de l'Église, donc de l'affirmation de l'autorité publique, et de l'autre côté les défenseurs de la vision de l'Église ou d'une certaine vision de l'Église. Alors ça concerne principalement l'Église catholique. Donc ça c'est la première chose à dire, c'est en amont, on est dans une vision où la religion principale est l'Église catholique. Alors comment ça se traduit dans le spectre belge? Ça se traduit par des partis qui se positionnent à titre premier sur un versant d'un clivage. C'est ce qu'on appelle leur identité primaire, leur identité première. Donc, assez simplement, en Belgique, au départ, vous avez 2 grandes sensibilités et puis 2 partis qui voient le jour, le Parti libéral et le Parti catholique. Le Parti catholique défend bien sûr le versant Église, et j'y reviendrai dans un instant. Le Parti libéral défend le versant État. Et jusqu'en 1893, d'un point de vue électoral, la confrontation est agencée au clivage philosophique. Le Parti ouvrier belge va arriver, va naître bien sûr sur le versant travailleur du clivage possédant-travailleur, et puis on va avoir d'autres partis. Et on estime en Belgique, par exemple, que les partis régionalistes représentent, en particulier les partis régionalistes flamands, le Front Partij dans les années 30, la Volksunie après la Deuxième Guerre mondiale, la NVA aujourd'hui, représentent le parti et la vision défenseresse de la périphérie. Donc c'est un peu comme ça que l'on voit à la fois les acteurs qui portent les partis, ou parfois les organisations sociales qui leur sont proches, et bien évidemment, j'y reviendrai dans un instant, les électeurs. Alors, est-ce que ce sont les seuls clivages? Ça, c'est une question complexe. C'est une question très complexe parce que, à la suite du travail de Lipset et Rockham, plusieurs politologues ont soulevé un problème auquel ils sont confrontés, et auquel je suis confronté, en tout cas ceux qui travaillent sur cette thématique-là, bien évidemment, c'est de comprendre l'existence de comportements électoraux et d'acteurs nouveaux par rapport à cette carte des 4 clivages et des 8 versants de clivage. Alors il y a eu quelques propositions, il y en a eu plusieurs bien sûr, mais je vous présente ici les principales.
La première, qui est venue à la fin des années 70, au début des années 80, d'un autre très grand politologue, sociologue, Ronald Ingelhart, je vous en parlerai, qui a proposé l'avènement d'une génération et d'une posture post-matérialiste, ce qu'on appelle parfois la gauche libertaire, versus une vision encore très matérialiste, et qui a permis, aux yeux de certains politologues, de situer l'avènement des partis verts dans les années 80 et dans les années 90 sur le versant post-matérialiste. D'autres propositions plus récentes ont été faites, notamment pour essayer de comprendre ce qui domine l'agenda médiatique dans une certaine mesure aujourd'hui, c'est-à-dire l'avènement et le développement de partis d'extrême droite ou de droite radicale, qui n'est pas toujours complètement nouveau. Le Front National français est né en 1972, le Vlaams Belang, historiquement le Vlaams Bloc, est né en 1978, donc ce n'est pas nécessairement des partis nouveaux, ou le FPE autrichien est né dans les années 50, ce n'est pas toujours des partis nouveaux, mais on voit bien qu'électoralement, il y a une dynamique porteuse. Et un des points de vue, parmi d'autres, est celui d'Hans-Peter Krisi, un des plus grands politologues sur la question, qui a suggéré l'avènement, dans le cadre de la mondialisation, de gagnants et de perdants de la mondialisation, et qui traduit cette idée de victoire ou de défaite par un clivage qu'on qualifie d'universaliste ethnocentriste. Donc un positionnement par rapport à la mondialisation, avec une perspective que je vais qualifier de repli et une perspective que je qualifie d'ouverture. Les universalistes sont ouverts à l'autre et sont ouverts au-delà du spectre national, et bien sûr les ethnocentriques sont refermés sur eux-mêmes et fermés à l'autre. Et bien sûr, de ce point de vue-là, la perspective, c'est que les partis de droite radicale, d'extrême droite, incarnent le versant ethnocentrique. Et un peu en synthèse, c'est une idée que je ne partage pas, mais elle est très débattue dans la littérature scientifique, donc je me dois de vous la signaler. Il y a l'idée qu'aujourd'hui, une partie substantielle de la compétition politique et de la compétition électorale s'agencerait autour du clivage qui est désormais commun pour les politologues, Gall-Tann. C'est une proposition qui a été faite par Lisbeth Haug et Gary Marx, deux politologues très très importants. Gall-Tann, Gall, ça représente Green Alternative Libertarian, donc libertaire et ouvert sur l'autre, et Tann, ça représente Traditional, Authoritarian and Nationalist, qui réfère un peu à la fois au clivage post-matérialiste-matérialiste et au clivage ethnocentrique universaliste, et dont certains, à mon avis erronément, mais dont certains essaient de traduire aujourd'hui, dans la perspective des élections européennes, le camp progressiste, incarné par Macron ou Verhofstadt, versus le camp des nationalistes rétrogrades. Une vision, à mon avis, erronée, mais qui a un peu l'idée de la traduction de ce clivage, et que certains hommes et que certaines femmes politiques essayent de présenter comme une alternative entre, d'un côté, les gens bien, ouverts au monde, ouverts à l'Europe, propres sur eux, et puis les nationalistes fermés sur eux et les eurosceptiques. Donc, voilà un petit peu comment, pour les acteurs que je vais vous présenter, c'est-à-dire les partis et les électeurs, on travaille à partir de l'idée qu'il existe une sociologie électorale. Donc ça, c'est un élément fondamental. Je vous le dis parce que j'ai été dans un petit débat sur un réseau social avec quelques hommes politiques qui m'expliquent qu'il n'y a pas de sociologie électorale, il faut convaincre les lecteurs sur le marché, et que voilà, c'est ça, et qu'il peut aller partout. Bon, j'ai beau leur dire qu'on a du mal à comprendre pourquoi certaines villes restent plutôt libérales et d'autres villes plutôt socialistes. Pourquoi à Wavre, le MR fait 60% et à Mons, le PS fait 55%, mais voilà, et certains ne croient pas à la sociologie électorale. Donc si vous ne croyez pas à la sociologie électorale, croire, c'est... imagine qu'il n'y a pas de sociologie électorale, mon propos ne va pas vous intéresser. Donc, deuxième élément, comment tout ça s'est traduit en Belgique. Et donc, dans un premier temps, bien sûr, quand on parle de religion, on va référer au clivage philosophique. Et dans une large mesure, pendant longtemps, exclusivement au clivage philosophique rapporté à la religion catholique. Donc ça, c'est important. Comment est-ce qu'on va l'étudier?
on va l'étudier en regardant dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur le clivage philosophique dans le temps? Je vais vous le traduire tout à l'heure en résultats électoraux. On observe que les choses ont changé. Alors, premier élément, c'est que, je vous l'ai dit, jusqu'en 1893, dans la compétition politique qui, rappelons-le, jusqu'en 1893 ne concerne que quelques dizaines de milliers d'électeurs, ce clivage est exclusif, ce qu'on appelle, il n'y en a pas d'autre. Il y a une seule ligne de fracture pour les électeurs et pour les partis, c'est le clivage philosophique, mais bien sûr, pour les électeurs et les partis, dans un cadre de suffrage censitaire, et vous le savez sans doute, ça se fixe sur quoi? Ça se fixe sur plein de choses, mais en particulier, et c'est toujours la même chose aujourd'hui, dans une large mesure, sur la question de l'action de l'État, notamment en matière scolaire, parce que la matière scolaire, c'est la formation, et sur la question du rapport à la vie et à la mort. Et donc, vous avez des questions centrales, la question scolaire. Bon, vous savez sans doute qu'on fête le 140e anniversaire de la présentation de la loi Wallenberg. La première, considérée comme la première grande guerre scolaire, est intervenue en 1878, et puis il y a eu une réaction par la suite. En réalité, dès la loi communale de 1842, il y avait déjà eu pas mal de conflits, donc il y avait un caractère exclusif, centré sur la question scolaire, centré sur la question de la vie et de la mort. Exemple très important au XIXe siècle, la question des funérailles. La question des funérailles, les cimetières étaient des propriétés communales, mais étaient gérées par les églises. Donc si vous vouliez des funérailles civiles, ce n'était quasiment pas possible en réalité. Donc il y a eu une grosse polémique sur la question des cimetières. Vous verrez qu'on va revenir là-dessus. Si vous prenez la période contemporaine, sur quoi peut se fixer le clivage philosophique? On est dans l'actualité. L'interruption volontaire de grossesse, la question de la vie et de la mort, bien évidemment. L'euthanasie, la question de la vie et de la mort. Et bien sûr, vous avez une traduction dans les acteurs. Si par malheur, en remontant ici, je me casse une jambe, j'ai le choix d'aller dans un hôpital libre confessionnel, libre non confessionnel, officiel. Mais il y a eu un lourd combat sur l'importance du choix du père de famille dans un premier temps, et puis l'importance du choix dans certains domaines, la question scolaire, la question des hôpitaux, la question des organisations syndicales, la question des mutualités. Vous le savez sans doute, on est en Belgique dans un État subsidiaire et subsidiant. Subsidiaire, c'est-à-dire qu'il délègue certaines de ses prérogatives à des acteurs, les mutualités dans la relation entre le prestataire de soins et l'État, les syndicats parfois dans la relation au paiement des allocations de chômage, et parfois, bien sûr, les écoles. Moi, je viens de l'ULB. Nous sommes une université libre, non confessionnelle, contrôlée par l'État, mais nous ne sommes pas une université officielle, et pourtant nos diplômes ont valeur étatique. Donc, ça, c'est une traduction du clivage philosophique. Donc, premier élément, prégnance, puis saillance, mais dans le cadre d'une diversification des clivages, puisque s'affirme à la fin du XIXe siècle le clivage possédant-travailleur, et s'affirme petit à petit aussi le clivage centre-périphérie. Et donc, ce clivage reste très saillant. Et puis, troisième phase, c'est un apaisement sur le clivage. L'apaisement sur le clivage intervient quand? Il intervient il y a 60 ans sur la question scolaire, bien évidemment, avec le pacte scolaire atteint en 1958, voté en 1959, puis par la suite le pacte culturel, donc une forme d'apaisement, l'acceptation par tous les interlocuteurs qu'il y a plusieurs réseaux et d'une certaine manière que tous peuvent délivrer un diplôme reconnu par les autorités publiques. Donc ça c'est un premier élément et qui va se traduire électoralement. Deuxième élément, j'y reviendrai, dans le temps, on a observé une sécularisation, on l'a présenté d'emblée, c'est-à-dire que tendanciellement, il y a eu 3 changements sociologiques importants. Le nombre de croyants a diminué. Parmi les croyants, le nombre de pratiquants réguliers a beaucoup diminué. Et troisièmement, il y a eu une diversification des comportements des croyants.
une diversification. Effectivement, jusqu'en 1958, les curés disaient vous voterez pour le parti catholique et les catholiques obéissaient. Ça, c'est une évolution qui s'est faite et je vous montrerai ses impacts. Enfin, troisième évolution sur le clivage philosophique, pour autant qu'on puisse parler dans ce cas-là d'un clivage, c'est que longtemps en Belgique, la question du clivage philosophique a concerné dans les faits qu'une seule religion, c'est-à-dire la religion catholique. Il y avait certes un courant protestant, mais protestant plutôt luthérien, et d'ailleurs souvent œuvrant de conserve avec le mouvement libre-penseur. Donc le protestantisme était assez faible en Belgique, et donc désormais il y a deux évolutions majeures. La première, bien sûr, le développement d'une population de confession musulmane, singulièrement dans la région de Bruxelles, et par ailleurs, plus récemment, mais de manière moins anecdotique qu'on ne l'imagine parfois, le développement d'une population protestante, mais cette fois pas luthérienne, mais plutôt pentecôtiste ou évangéliste. Donc c'est une nouveauté. Alors comment tout ça s'est traduit électoralement? Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas toujours obligé de me croire, donc vous pouvez un peu vérifier par les données. Donc vous voyez que jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, en tout cas jusqu'en 1892, vous ne pouvez pas le voir, mais on est dans une compétition où 100% des voix à peu près et 100% des sièges sont distribués entre les libéraux et les catholiques. On a très rapidement, ce que vous allez voir encore plus clairement dans quelques instants, une distinction dans le vote catholique entre l'espace wallon et l'espace flamand. Pour des raisons de découpage des circonscriptions électorales, je ne sais pas vous montrer l'espace bruxellois dans le temps. Et en Flandre, le Parti catholique obtient des résultats très très probants, en ce compris à partir de 1894, qui est donc la première élection qui se tient avec un électorat beaucoup plus large, suffrage universel masculin tempéré par le vote plural, et les deux autres élections générales qui ont suivi, c'est de 1900 et de 1912. Si vous regardez postérieurement à la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que vous observez? Vous avez là les résultats agrégés de la famille sociale chrétienne, donc du Parti catholique dans un premier temps, puis de l'Union catholique, puis à partir de 1936 du Bloc catholique, puis à partir de 1946 du PCCVP, puis à partir de 2002 du CDNV et du CDH agrégé. Vous voyez que dans la période de l'entre-deux-guerres, il y a un petit déclin qui s'est opéré, notamment du fait du suffrage universel pur et simple, puisque en 1919, on a les premières élections au suffrage universel masculin pur et simple, donc il y a un affaissement qui s'est opéré, et puis vous observez aux élections de 46, de 49, 50, 54, 58 en particulier, il y a une remontée assez notable de la famille sociale chrétienne. Comment s'explique-t-elle? Par une nouvelle crispation dans cette période-là sur deux questions qui vont se traduire sur le clivage philosophique. La question du retour sur le trône du roi Léopold III, quasi exclusivement défendue par les socio-chrétiens de manière positive, alors que les libéraux, les socialistes et les communistes sont hostiles. Et puis, postérieurement, les deux guerres scolaires que je ne vais pas vous présenter, la loi Armel en 1952, la loi Collard en 1954. Donc, 1958, c'est la dernière élection post-polarisation. Et vous voyez que dès lors que le pacte scolaire a été signé, a été voté, on passe à partir de 1961 dans un déclin tendanciel. Déclin tendanciel qui a été partiellement interrompu aux élections de 74 et surtout de 77-78, mais qui reprend cours à partir de 1981, et on est dans une logique de déclin quasi linéaire. Alors 2007, on doit le prendre avec prudence, je vous le montrerai dans un instant. C'est un résultat à interpréter prudemment parce qu'en Flandre, c'était un cartel entre le CDNV et la NVA. Ce n'était pas le CDNV tout seul. Mais vous voyez qu'au bout de la chaîne, on est à quelque chose comme 16,5% pour l'élection de 2010 et de 2014, c'est-à-dire les deux derniers résultats sont les deux plus mauvais résultats de
la chaîne historique. Hein. Et si vous regardez la différence entre le spectre néerlandophone et wallon, quelle est-elle? Ben, c'est une différence d'ampleur. Il faut se rendre compte qu'à certaines élections dans les années 50, le CDP décrochait 60% des voix. Lors des deux derniers scrutins, il décroche 17,6 et 18,6. Hein, mais vous voyez la logique de déclin linéaire, en liaison avec la sécularisation, en liaison avec l'apaisement sur le clivage philosophique. Hein, ça ne veut pas dire d'ailleurs que les organisations du monde chrétien ne se portent pas bien, au contraire, elles se portent assez bien. L'enseignement libre confessionnel se porte plutôt bien. L'ACV par rapport à l'LGTB se porte plutôt bien, et la mutualité chrétienne aussi. Donc c'est un peu indépendant dans une certaine mesure. Hein, et vous avez là ce qui est la courbe du PC puis du CDH. Hein, vous voyez là aussi les élections de 46, 49, 50, 54, 58, puis le déclin, un petit rebond dans les années 70 et de nouveau le déclin. Et là, pour le coup, vous voyez que les deux dernières élections ont chaque fois donné le plus mauvais résultat de la série. Et ceci vous montre qu'indépendamment de ce qu'essaye de faire, indépendamment des présidents, indépendamment des personnalités, indépendamment des tentatives d'adapter le programme, voilà, il y a des structures, le clivage s'affaisse, le nombre d'électeurs potentiels s'affaisse, les résultats électoraux sont là. Devrions-nous avoir une nouvelle polarisation sur le clivage philosophique? Il ne faut pas négliger l'hypothèse d'un rebond éventuel, mais sans nouvelle saillance sur le clivage philosophique, il y a peu de chance. Alors, un petit mot sur les structures électorales en fonction de la religion, et donc là, je vais parler de manière plus contemporaine. C'est que, de manière générale, ce que je vous montre est vrai partout. Donc, je vous le disais, c'est un peu indépendant des personnes. Hein, vous avez ici l'évolution des partis démocrates chrétiens scandinaves, qui sont des partis plutôt protestants, donc peu comparables. Vous voyez qu'on est à un niveau très faible. Et si vous regardez le cœur de l'Europe, c'est-à-dire le... ça, je vous ai montré. Ah non, pardon. J'ai mis deux fois le même slide, je pense. Ouais. C'est pas grave. Je voulais vous montrer autre chose, mais c'est pas grave. Donc, voilà pour les Scandinaves. Et je vous montre... j'en viens à la Belgique. Désolé, j'avais un autre tableau qui vous montrait la courbe des chrétiens démocrates luxembourgeois et des chrétiens démocrates hollandais, hein, et qui est en fait très très proche de la courbe des Belges, surtout dans le chef des Hollandais. Hein, les Hollandais étaient à 45% dans les années 50. Aux deux dernières élections, ils ont obtenu respectivement 8,5 et 12,5. Hein, donc on est dans la même logique d'affaissement. Alors j'en viens à la structure des électorats en Belgique dans la période contemporaine. Alors d'abord une petite précaution, c'est difficile à mesurer. Hein, c'est difficile à mesurer et c'est d'autant plus difficile à mesurer que c'est une précaution que je dis pour mes données mais que vous devez avoir pour toutes les données, c'est que ceci résulte d'enquêtes et donc au départ de l'enquête on a des bons échantillons. Hein, donc statistiquement on a des bons échantillons qui vont jusqu'à 3000, 3500 à Bruxelles par exemple, ce qui est vraiment exceptionnel. Mais à partir du moment où on rentre dans des catégories spécifiques de l'échantillon, fatalement, la population de notre échantillon diminue. Donc la qualité de l'information qu'on vous donne est plus sujette à caution. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais elle est plus sujette à des mouvements sur les pourcentages réels que je vous présente. Donc il faut avoir ça en tête. Hein, si vous étudiez un échantillon de 1500 bruxellois et puis que dans cet échantillon vous étudiez les catholiques, vous allez tomber, je ne sais pas, à 600 bruxellois, et puis les pratiquants, vous allez tomber à 200 pratiquants. Donc si je fais un focus, une focale sur les pratiquants, mon échantillon devient 200. Hein, donc il faut être prudent dans l'interprétation. Mais voilà, en même temps, ce que je vous présente, c'est un travail qu'on a fait à d'autres élections et qui est chaque fois concordant. Donc, voilà un petit peu la structure des électorats des partis, pour chaque parti, sous l'angle du rapport du clivage philosophique aux élections à Bruxelles. Et je vous ai... Bon, les partis où c'est le plus probant statistiquement, c'est bien sûr les partis francophones. Hein, ça, vu le nombre d'électeurs néerlandophones, donc singulièrement le CDH, Écolo, le MR, à ce moment-là le MR intégrait encore le FDF et le PS.
Donc vous constatez que 3/4 des électeurs du CDH sont des électeurs croyants, pour une proportion de 55-45 de manière générale. Vous constatez que dans l'électorat du Parti Socialiste, c'est 1 sur 2, et au MR, c'est à peu près 50-50. Ce qui est intéressant à noter, c'est cette catégorie-là, je ne sais pas. Donc on présente toujours cette catégorie, parce qu'on a pu observer dans de différentes enquêtes qu'une partie des croyants sont dans les faits des catholiques, mais qui ne souhaitent plus suivre l'institution ecclésiale catholique. Donc, c'est des mauvais catholiques parce qu'en principe, on n'est pas catholique dans ce cas-là, puisque en principe, on doit faire ce que l'institution nous dit, mais ils se déclarent catholiques et alors parfois, ils se déclarent chrétiens. Donc, on a fait des enquêtes parfois plus fines que celles-là en mettant toutes les possibilités de la chrétienté, donc catholique, protestant, orthodoxe, je crois que je les ai tous dit, et chrétiens. Et certains me disaient, mais pourquoi vous mettez chrétien puisque vous êtes venu. Et en même temps, on obtenait parfois 10% sur chrétiens. Et on a essayé de comprendre ce que c'était. En fait, c'est des gens qui sont catholiques, mais en décrochage par rapport à l'institution ecclésiale. Et je ne sais pas, c'est des choses qu'on observe chez les électeurs, mais aussi chez les adhérents de parti. Et c'est souvent, en fait, des gens dans la trentaine dont l'horizon familial et environnemental, notamment scolaire, a été baigné dans le monde de la chrétienté, et qui se sont plus jamais véritablement, ou qui n'avaient pas spécialement envie de se poser cette question, de savoir s'ils étaient encore croyants ou pas. Et c'est moins anecdotique qu'on l'imagine. Je vous assure, c'est moins anecdotique qu'on l'imagine. Un nombre appréciable de gens ne savent pas très bien s'ils sont encore croyants ou pas, s'ils sont agnostiques ou croyants, enfin, des choses de ce type-là. Et à la limite, ce n'est pas une question qu'on doit nécessairement se poser. Donc, il n'y a pas d'incohérence. Donc, premier tableau. Deuxième tableau, ce qui est évidemment plus intéressant, puisqu'on a eu cette diversification religieuse, c'est de regarder dans les religions. C'est de regarder dans les religions. Et là, vous avez présent. Donc, il faut lire de manière horizontale. On arrive à 100 de manière horizontale, c'est-à-dire la structure dans les partis, la structure des électorats dans les partis. Donc, vous voyez que parmi les croyants qui votent CDH, 72,3% sont catholiques pour 21% musulmans. Parmi les croyants qui votent pour le PS, en gros, 1 sur 2 est catholique, 1 sur 2 est musulman. Parmi les croyants qui votent MR, il y en a beaucoup, presque 90% sont catholiques et 5% sont musulmans. Et parmi les croyants qui votent écolo, 62% sont catholiques et 23% sont musulmans. Donc, vous voyez que la structure en fonction des confessions n'est pas la même. La structure en fonction des confessions n'est pas la même. Alors là, on peut le voir différemment. Donc, là, c'est comment vote chaque confession, si vous voulez. Donc, les électeurs catholiques votent à concurrence de 39% pour le MR, c'est bruxellesin, 22,3% pour le CDH, 15% pour Écolo et 11% pour le PS. Bien sûr, en fonction des élections, ces chiffres vont évoluer un peu, eu égard aux résultats des partis. Mais pour ce qui concerne les protestants, petite confession, donc statistiquement très fragile, c'est 36,8% pour le CDH, essentiellement des électeurs protestants de confession évangéliste et pentecôtiste, 26,3% pour Écolo, 10,5% pour le MR et 26,3% pour le PS. Pour ce qui concerne les musulmans, 25% pour le CDH, 21% pour Écolo, quasiment rien pour le MR, 8,3% et 42,9%. Et parmi les citoyens de confession israélite, là aussi, petite population, donc fragile, mais en gros, ils votent tous pour le MR. En gros. Aujourd'hui, il faudrait introduire des nuances parce que un certain nombre d'entre eux votent pour le FDF, ont voté pour le FDF en 2014. Donc, premier regard. Deuxième regard,
et c'est un regard très important, la croyance pour la religion catholique ne nous dit plus grand-chose aujourd'hui d'un point de vue électoral. C'est-à-dire que si vous prenez, donc la question qu'on pose, c'est vous rendez-vous sur votre lieu de culte au moins une fois par semaine, au moins une fois par mois, quelques fois par an, jamais. Donc, si vous regardez les structures électorales des électeurs qui disent jamais et des électeurs qui se disent non-croyants, elles sont extrêmement proches. En d'autres termes, le rapport à la croyance ne va pas a priori distinguer le comportement électoral. En revanche, si vous regardez le rapport à la croyance et à la pratique et aux attributs de pratique, là ça le distingue très fort. Ça le distingue très fort. Hein? Et donc, vous observez que dans l'électorat croyant du CDH, 42,7% sont croyants, très pratiquants, 11,7% sont encore assez pratiquants, hein, au moins une fois par mois, les pratiquants occasionnels et ceux qui ne sont jamais. Puis vous voyez que pour certains partis, c'est assez faible, notamment pour Écolo, même dans une certaine mesure pour le MN. Pour le PS, hein, il y a quand même un nombre de pratiquants relativement important, mais c'est pour la confession musulmane principalement. Alors, petite lecture différente. Là, si vous prenez les pratiquants les plus réguliers, c'est-à-dire ceux qui vont au l'office dominical toutes les semaines, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la structure électorale est toujours là, bien présente. 40,4% d'entre eux votent pour le CDH, et ça concerne bien sûr les catholiques et les musulmans, 25,7% pour le PS, 20,2% pour le MR et 7,3% pour Écolo. Donc, quand on regarde ces chiffres et quand on regarde tous les chiffres des données d'enquête que l'on a, qu'est-ce qu'on observe? C'est que aujourd'hui, c'est pas correct scientifiquement ce que je vais vous dire, mais c'est pour donner une idée. Le premier parti chez les catholiques, c'est le MR, dans la partie francophone du pays. Donc, si vous regardez simplement croyants catholiques, le premier parti devant le CDH, c'est le MR. C'est le MR. Mais si vous regardez en fonction des attributs de pratique, dès qu'on sort de jamais, l'écart entre le MR et le CDH se rétrécit très fort sur occasionnel, et dès qu'on passe aux attributs une fois par mois et au moins une fois par semaine, le CDH est le premier parti. Donc là, vous avez évidemment une compréhension de ce qui se passe pour les partis démocrates chrétiens, c'est que le nombre de pratiquants diminue. Pourquoi est-ce qu'il diminue? Parce qu'en général, les pratiquants sont plutôt des personnes âgées et que le nombre de catholiques diminue. Et donc, démographiquement, les choses se passent. Hein. Donc, ce qui doit nous amener, je vous invite à réfléchir à nuancer toute l'idée que tout est lié aux personnes. On essaie de nous faire croire que la personnalité des leaders de parti, la personnalité du président sont des choses essentielles. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais quand vous avez des partis liés à des structures électorales bien précises, que ce soit au Luxembourg, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, il n'y a plus de démocratie chrétienne. Les choses, il y a des structures et les structures produisent des effets. Alors, je termine parce que, évidemment, c'était la partie la plus difficile pour moi. Vous parlez des élections communales et de la religion. Je me suis dit comment j'allais faire ça parce que les élections communales ne se structurent pas bien autour de la religion. Mais avant de vous en parler, il faut peut-être quand même vous dire une chose autour de ça, de ce que je viens de vous dire, c'est que dans le clivage philosophique, et autour de la notion de clivage philosophique, on ne reste qu'autour de la religion catholique. Et dans le microcosme que ça concerne, il y a quand même un nombre pas si anodin d'électeurs de la religion protestante évangélique. C'est-à-dire que ça, c'est un élément prédictif du vote. C'est-à-dire qu'on peut, avec les structures, prévoir le vote de ces catégories.
Ce n'est pas vrai pour la confession musulmane. Je ne peux pas vous le présenter ici parce qu'il faut faire des régressions, des analyses multivariées qui auraient été un peu embêtantes à lire. Mais donc, l'observation sur les résultats électoraux des citoyens de confession musulmane et même leur niveau de pratique, encore que là il y a une petite nuance, je vais y venir dans un instant, et on ne peut pas prédire le résultat du vote en fonction de l'appartenance à la confession musulmane. Parce qu'on a introduit des variables de contrôle, et ces variables de contrôle annulent l'appartenance à la confession musulmane. En particulier, des variables de contrôle sur le statut sociodémographique. La plupart, pas tous, mais la plupart des électeurs de confession musulmane ont des variables sociodémographiques marquées, tendanciellement faible capital scolaire, tendanciellement appartenance aux catégories populaires salariées, certaines catégories populaires non salariées, qui sont bien plus explicatives dans leur comportement électoral que l'appartenance à la confession musulmane. Et certains politologues, nous on ne sait pas mesurer ça avec nos données, ont introduit le rapport au parcours de la migration. Donc, notamment à travers les générations. Est-ce qu'on est quelqu'un qui a migré de confession musulmane? Est-ce qu'on est le fils ou la fille de quelqu'un qui a migré de confession musulmane? Le petit-fils. On observe qu'il y a un vote très fort du parcours, le parcours migratoire a de l'importance marquante pour la première génération, un peu moins pour la deuxième, un peu moins pour la troisième. Donc il y a un éloignement, mais nous on ne sait pas vérifier ça avec nos données. On a regardé ce qui se fait en Allemagne, en France en particulier, donc c'est exactement la même chose. Donc les politologues qui travaillent par enquête montrent tous qu'il n'y a pas de valeur explicative à l'appartenance à la confession musulmane. Avec une petite nuance, c'est pour les plus pratiquants. Les plus pratiquants s'écartent un peu de l'importance des attributs sociodémographiques. Aujourd'hui, les attributs sociodémographiques les plus pertinents, c'est le capital scolaire. C'est une variable de plus en plus explicative, qui monte dans la catégorie des explications. Le capital scolaire et bien sûr le statut socio-professionnel. Donc là, il y a une tension sur l'explication. Mais sinon, en tant que telle, l'appartenance confessionnelle ne prédit rien, comme aujourd'hui, l'appartenance confessionnelle catholique non pratiquante ne prédit rien non plus. Je termine, pour ne pas être trop long, j'ai regardé, alors pour essayer de vous parler un peu des élections communales, j'ai regardé un peu ce que disaient les partis, puisque presque tous les partis présentent un programme général pour les élections communales. Pas tous, mais presque tous. Donc il y a très peu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le parti qui fait le plus écho de manière explicite ou latente, c'est le CDH. Assez logique, mais vous retrouverez dans le programme général du CDH plusieurs éléments qui sont assez cohérents, c'est-à-dire qu'il est dans une logique, d'une part où il rappelle la coexistence des réseaux scolaires, l'importance de considérer les réseaux scolaires dans toute action de la commune, en ce, vous allez le voir dans un instant, en dépassant ce que prévoit le cadre du pacte scolaire, donc c'est amusant. Donc, et bien sûr, il y a des questions sur les fabriques d'églises, l'utilisation des édifices de nature religieuse. Et donc, c'est ce qu'on retrouve le plus, de manière néanmoins très soft, dans le programme du CDH. Donc, vous voyez un propos sur les édifices religieux, essayer de trouver des solutions, accompagner les lieux des cultes vers des modes mixtes, vous voyez, décidés par les autorités religieuses. Donc, la prégnance de la décision ne doit jamais revenir à l'autorité publique. Ce qui est logique dans la pensée démocrate chrétienne, c'est tout à fait logique. Donc là, vous allez voir, je vous laisserai les slides, vous pourrez les lire à votre aise. Il y a plein de développements sur la matière scolaire, l'accueil des enfants, les garderies, les choix qui peuvent être faits. Et chaque fois, puisque la commune peut être bien sûr un pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel,
chaque fois, ils vont dire, quels qu'en soient les réseaux. Dans presque chaque phrase, il va y avoir une présentation. Oui, quels qu'en soient les réseaux, donc fatalement le réseau officiel et le réseau libre. On peut dire qu'il y a le réseau libre non confessionnel, mais au niveau des écoles primaires et secondaires, c'est quand même relativement marginal. Vous voyez, il y a une égalité de traitement dans le soutien apporté aux acteurs scolaires, aux familles, aux élèves, quel que soit le réseau, y compris en ce qui concerne les aides sociales et matérielles. Là, il y a quelque chose qui dépasse le pacte scolaire. Là, il y a des choses marrantes, je trouve, donner une information claire et complète de l'ensemble de l'offre dans l'enseignement et de soutien scolaire sur le territoire, tout réseau confondu. D'une certaine manière, c'est amusant, je trouve. Les pouvoirs locaux sont également essentiels pour répondre aux places. Donc, participer à des pouvoirs organisateurs mixtes. Ça, je crois que c'est la première fois que je vois dans ce programme l'idée qu'il puisse y avoir un pouvoir organisateur mixte. Donc, voilà un petit peu pour le CDH. Bon, il y a d'autres choses. Organiser une journée porte ouverte, des lieux de culte et encourager les initiatives interconvictionnelles. C'est amusant qu'ils n'ont pas mis des lieux de conviction différentes. Ils ont mis des lieux de culte, mais la conviction vient après. Pour l'EPS, il y a des petites choses aussi. Donc, là, l'EPS va quasi systématiquement référer à l'enseignement officiel. Bien sûr, évoquer, quand ça se pose, la question des cours philosophiques ou des cours convictionnels. Et va aussi évoquer dans son programme, je reviens à la question de la vie et de la mort, et en particulier de la mort, c'est-à-dire des funérailles. À Bruxelles, on croit qu'on n'a pas trop de problèmes parce qu'on peut se faire, enterrer, mais on peut avoir des funérailles civiles, notamment à l'avenue du Silence ou en périphérie, mais c'est pas toujours aussi simple partout ailleurs en Belgique. Et donc, le PS souligne l'importance de la possibilité d'avoir des cérémonies non confessionnelles, l'importance de pouvoir se faire, entre guillemets, enterrer comme on le souhaite. Et évoque, lui, en matière de subvention, l'importance d'opérer un traitement égalitaire entre la conviction laïque, donc les maisons d'action laïque, et les initiatives liées à un culte. Alors, pour Écolo, il y a vraiment peu de choses, mais on retrouve deux éléments. Donc, là aussi, il y a dans le programme le fait qu'il faut pouvoir respecter dans les funérailles toutes les convictions, et ça se traduit de deux manières dans le programme. Le fait que les musulmans puissent trouver une place digne dans les cimetières, qui sont essentiellement des cimetières catholiques, ou en tout cas avec des tombeaux catholiques, et d'autre part, le fait qu'on puisse avoir des funérailles civiles sans problème. Donc c'est présent également dans le programme d'Écolo. Par ailleurs, au-delà de ça, dans un certain nombre de propositions qu'Écolo fait, il les lie à une politique d'amont et de réalisation dans les écoles. Il signale que ça doit se faire dans l'école officielle et dans l'école libre confessionnelle. Néanmoins, quand on lit le programme d'Écolo, tout le reste du propos sur la question scolaire réfère au premier chef à l'école communale officielle. Alors, Défi, c'est un parti... c'est un parti qui mobilise un peu le clivage philosophique. Donc, essentiellement à l'endroit des musulmans. Puisque c'est un des plus rudes sur le port des signes convictionnels. Vous devez traduire essentiellement le foulard et le voile. Donc ils insistent beaucoup sur la neutralité et l'impartialité, même si dans la pratique des comportements des cadres et des politiques publiques, les choses sont parfois plus nuancées, mais c'est la chose principale qu'on retrouve dans le programme de Défi, c'est l'importance de l'affirmation de la neutralité de l'autorité publique. Donc pas de signes, donc pas de femmes voilées dans les maisons communales ou dans les écoles communales par exemple. Néanmoins,
et quand on observe ces développements sur l'école, puisque c'est quand même beaucoup par cette entrée-là qu'on a des choses, c'est un développement centré sur l'école communale officielle. Alors je termine par le PTB. Sur le PTB et pour le PTB, il n'y a quasiment rien. Si ce n'est, alors il faut néanmoins être prudent parce que le PTB n'a pas un programme général. Donc j'ai pris un programme d'une grande ville, en l'occurrence c'est Charleroi. Bon, vous imaginez bien qu'ils ont fait beaucoup de copier-coller pour les programmes dans chaque commune, donc ça se retrouve à peu près dans chaque commune, avec quelques différences en fonction du lieu. Donc ce qu'ils disent en matière de réseau, c'est une autre approche, pas incohérente pour eux. La coexistence des différents réseaux transforme l'enseignement en un produit régi par une logique de marché. Je crois qu'il n'y a pas de lien entre les deux, mais en tout cas, ça c'est leur propos. Et puis, ils montent en généralité dans leur programme. Ils travailleront à ne plus avoir qu'un seul réseau. Donc ça, c'est un propos clair du PTB, d'ailleurs énoncé médiatiquement et publiquement. Ils sont favorables qu'à un seul réseau, et ils le disent clairement. Néanmoins, ils ajoutent que de manière pragmatique, quand il le faudra, des collaborations pourront être nouées entre les différents réseaux à l'échelle des communes. Et ça prend une certaine résonance au-delà du programme, puisque le PTB est un parti dont on doit examiner les programmes d'une autre manière que les autres, puisque pour la région et pour le fédéral, il déclare ne pas vouloir participer au pouvoir. Donc évidemment, vous devez lire le programme différemment dans ce cas-là. En revanche, pour la commune, ils se sont dit ouverts à l'exercice du pouvoir, donc leur programme peut être mis à l'épreuve dans leur chef de l'action publique et des politiques publiques, et donc permettra une évaluation. Et donc, c'est vraiment minime dans leur programme ce qui réfère au clivage philosophique. C'est à peu près la seule chose que moi j'ai trouvée. Voilà le petit tour que je voulais faire. Bien sûr, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais la règle du jeu, c'est qu'on n'est pas trop long, et le cas échéant, qu'on réponde aux questions ou aux contradictions qui sont portées.